Alors, on va prendre l'item numéro 1, hein, qui est celui de l'énergie et l'accès à l'énergie. Et donc, pour l'illustrer, on va vous proposer une deuxième vidéo, courte vidéo, et c'est Emmanuel Gatineau, qui de Secafi, donc va nous donner quelques grandes masses quand on parle de térawattheure, quand on parle de coût, de quoi parle-t-on. Ce n'est pas un sujet si simple à comprendre et à aborder. Et donc, je vous propose cette deuxième séquence vidéo. La France est engagée auprès de l'Europe pour être neutre en carbone en 2050, avec une échéance en 2030 d'une réduction de 55% de ses émissions de gaz à effet de serre par rapport à l'année 1990. Elle a mis en place sa stratégie bas carbone, SNBC, pour sortir des énergies fossiles, correspondant à une consommation de 930 TWh par an aujourd'hui. Pour y parvenir, RTE a étudié les besoins futurs en réalisant plusieurs scénarios. Ils prennent en compte une augmentation de la demande de 430 TWh à 645 TWh. Selon les scénarios, la consommation évolue quant à elle avec un delta de plus ou moins 100 TWh. Mais la mise en œuvre de ces scénarios est dépendante d'arbitrage politique. Le maintien en fonctionnement des réacteurs nucléaires actuels, au-delà des 40 ans d'hypothèse de fonctionnement, le développement des énergies renouvelables, la construction de nouveaux réacteurs à court terme avant 2050. Cette stratégie s'appuie sur la décarbonation de l'industrie. Les scénarios montrent une augmentation de 67 TWh de la consommation d'électricité, passant de 113 à 180 TWh. L'industrie devra agir sur plusieurs volets. Électrifier son outil de production, améliorer son efficacité énergétique, bâtiments, outils de production, et intégrer l'économie circulaire, avec le recyclage des matériaux. Mais quelle sera la capacité de l'industrie à atteindre ces objectifs ? Un focus sur la sidérurgie met en évidence des besoins d'électricité en hausse, un taux d'électrification se limitant à environ 70%, qui aura pour conséquence de trouver d'autres options pour les 30% restants. L'hydrogène peut se substituer à l'électrification directe. Le développement de la production d'hydrogène décarboné en forte accélération peut-il répondre aux besoins de la sidérurgie française ? Alors, merci pour ces grandes masses. Alors on parle d'énergie, de décarbonation à la fois. Nous savons que l'accès, nous militants dans les entreprises, que l'accès à un prix du kilowattheure était un avantage concurrentiel, compétitif fort, et notamment grâce à l'énergie nucléaire, un atout pour l'industrie en général en France. Alors, néanmoins, l'industrie, parce qu'il faut quand même un peu se resituer, est le quatrième contributeur à la production des gaz à effet de serre en France, derrière les transports, l'agriculture, le bâtiment. Et puis il y a dans le champ de l'industrie 3 filières qui sont particulièrement électro-intensives, qui sont la chimie, la sidérurgie et puis ce qu'on appelle les matériaux de construction, les cimentiers par exemple, ce sont par définition des électro-intensifs. Et donc ces 3 filières-là, c'est presque 3 quarts des GES, des gaz à effet de serre produits par toute l'industrie. Alors, j'ai envie de demander à Vincent Charlet ce double défi là, de décarbonation compétitive de l'industrie d'une part, et donc induite par la stratégie nationale bas carbone. 2050, c'est zéro gaz à effet de serre, zéro carbone, et la réindustrialisation d'autre part, affirmée, alors ça a été affirmé dans le plan France 2030, d'autre part, donc la place des industriels devant finalement un court moyen terme qui est compliqué par rapport à cet objectif de long terme, en fait, il faut tenir et se transformer avant de pouvoir atteindre cet objectif. Alors, selon vous, comment peuvent-ils passer ce qu'on va appeler ce mur qui est à franchir, celui de l'énergie, et encore une fois, quel est le rôle des pouvoirs publics dans cet enjeu d'accès à l'énergie d'une part, de décarbonation de l'autre ? Alors, vous posez une question de long terme et une question de court terme. Et je vais répondre du coup en 2 temps pour ça. À long terme, la préparation du mix énergétique futur, c'est-à-dire la réussite des objectifs qui ont été rappelés là, un net zéro en 2050, une substitution complète des énergies fossiles, en tout cas non renouvelables. Ça demande, on a publié quelques scénarios là-dessus, ça demande dès aujourd'hui un effort colossal de construction des filières énergétiques de demain. Donc on commence à bien savoir ce que ça signifie pour le nucléaire.
Mais même le haut de la fourchette des scénarios qui ont été annoncés l'année dernière par le président de la République permettent à peu près d'équilibrer offre et demande d'énergie à l'horizon 2050, si on ne retient pas l'autre priorité présidentielle qui est celle de la réindustrialisation. Si on s'est permis à la fabrique de corriger un tout petit peu les scénarios présidentiels, enfin donc les scénarios de RTE, si on garde en mémoire qu'on veut aussi réindustrialiser un peu le pays, pas de façon colossale, quelques pourcents du PIB, quelques pourcents de l'emploi, alors les besoins en électricité seront encore supérieurs. Et vous avez peut-être vu la presse hier, on a déjà dès aujourd'hui des signes tangibles de cette accélération des besoins en électricité. Donc, on a deux défis. Réussir le déploiement d'une filière électronucléaire avec plutôt 12 EPR facilement plutôt que 6. Deuxièmement, même comme ça, la capacité installée après 2050 ou après 2060 sera à peu près la moitié de ce qu'elle est aujourd'hui. Et donc, on a besoin de déployer à peu près autant en ENR, donc solaire et éolien. Donc pour vous donner une idée, ça veut dire qu'il faut multiplier par 4 la surface couverte en éolienne, par 9, et par 14 la surface couverte en solaire d'ici 2050. Donc il y a effectivement un enjeu de politique publique, c'est évident, il va falloir financer cet investissement, il va falloir mobiliser les compétences, c'est absolument central. Il faut aussi résoudre un problème qui est celui de l'acceptabilité. L'acceptabilité par vous et moi, les citoyens, les électeurs, des externalités paysagères, olfactives, radioactives de l'industrie, il faut quand même qu'on se le dise parce que sinon on va continuer à se mentir en fait. Donc ça c'est un véritable enjeu. Je me permets de poser ça là parce que je me demande si les organisations syndicales n'ont pas une responsabilité ou un rôle particulier à jouer, peut-être un peu nouveau ou renouvelé, justement dans la résorption de cette contradiction, de cette dichotomie qu'on a tous. En tant que citoyens, on veut tous un monde vert et décarboné, et puis en tant que riverains, on veut un monde vert tout court, mais certainement pas industriel. Bon. Donc ça, à mon avis, c'est le blocage essentiel qui est aujourd'hui pas du tout résolu. Pour assister à des commissions de politique locale, je peux vous dire qu'on est encore loin, loin, loin du but. Deuxième question, à court terme. Effectivement, cette trajectoire de décarbonation de l'industrie, elle commence maintenant. Il y a un mur d'investissement qui se fait déjà sentir. Et là, il faut revenir un petit peu au mode d'intervention de l'État ou de l'Europe. J'ai plaidé un peu tout à l'heure pour défendre l'Europe, mais on est à un tournant et c'est peu dire de dire qu'il faut qu'on s'y prenne un petit peu autrement. L'Europe a globalement fait confiance aux mécanismes de marché pour que se résolvent comme par enchantement ou spontanément 3 problèmes. Le fonctionnement du marché de l'électricité, la diminution des émissions de CO2 en mettant des quotas de plus en plus dissuasifs, et enfin le fonctionnement, je l'ai dit tout à l'heure, la limitation des aides d'État pour laisser les marchés, les entreprises investir par elles-mêmes et ne pas dépendre de programmes publics pour attaquer des innovations de rupture. Résultat, ça marche peut-être, et encore, on pourrait en débattre quand tout va bien. Et dès que survient une crise comme celle qu'on connaît aujourd'hui, alors le système est complètement grippé. On demande aujourd'hui aux entreprises de payer 3 fois. Il faudrait qu'elles payent pour leurs quotas de CO2, qui vont basculer de gratuit à payant à la faveur de la mise en place de l'ajustement carbone aux frontières. On leur demande évidemment d'investir dans la technologie de décarbonation, et on leur demande de payer une énergie qui est maintenant 2 fois plus chère qu'avant et 2 fois plus chère qu'ailleurs. Pour le dire gentiment, c'est difficile. Et si on ne revoit pas les mécanismes publics qui président au raisonnement et à la construction des politiques, il est évident que ça ne marchera pas. Fixer un prix au carbone, un prix croissant au carbone pour inciter les entreprises à se décarboner. Vu d'un bureau d'économistes, c'est parfait, c'est optimal, il n'y avait pas mieux comme solution. Il semble aujourd'hui que personne n'ait même vérifié qu'il est impossible de trouver un prix unique du carbone
qui ne soit pas à la fois insuffisamment incitatif pour les 3/4 des entreprises et déjà mortellement coûteux pour un quart d'entre elles. Enfin, c'est quand même un peu dingue. Donc voilà, il faut que le politique reprenne la manche. D'accord. Madame, même question? Court terme, moyen terme, long terme, décarbonation, énergie Déjà, je dois dire que c'est un point de vue énergétique. Je ne suis pas sûre qu'on puisse vraiment être optimiste. Alors, RTE a remis à jour hier ses scénarios au regard, en intégrant l'objectif de réindustrialisation et le fait qu'on devait faire moins 55% des émissions de CO2 en 2030 par rapport à 1990. On sait que si on parle de centrales, elles ne sortiront pas de terre au mieux avant 2035, que la France est déjà en retard sur le point de vue éolien et solaire par rapport aux autres pays européens, par rapport à ces objectifs. Donc, d'un point de vue énergie, on risque quand même de se retrouver dans des situations assez compliquées dans les mois, voire les années à venir. Et je pense qu'on ne prend pas la hauteur, l'enjeu qu'il y a derrière ça. Je pense que si... Alors, je vais pas... J'exagère un peu en disant ça, mais je pense que personne n'a envie d'avoir de coupure d'électricité. Et donc, les choix vont se faire. Et malheureusement, les choix, en général, dans la réduction, c'est d'abord l'industrie qui réduit ses consommations avant que ce soit les autres acteurs du monde de l'entreprise. Mais une fois que j'ai dit ça, et sans tomber dans le discours populiste, je pense qu'il y a plein d'autres questions qui doivent se poser à travers ça et qu'on anticipe finalement assez peu. C'est les réflexions sur les investissements pertinents à faire pour l'industrie. Et l'effort de planification que ça sous-entend. Alors planification, il faut toujours le prendre avec une certaine mesure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en raison de la décarbonation des usages et des procédés, nous sommes en train de faire des choix technologiques. Il y a un certain nombre de choix technologiques qui sont faits par l'industrie, et je ne juge pas ici la pertinence de les faire ou pas, mais qui nécessitent d'avoir une réflexion matière. On a de plus en plus d'industries qui réfléchissent biomasse ou combustible solide de récupération pour aller électrifier, répondre à l'électrification des procédés. Sauf qu'on va forcément avoir à un moment une tension en termes sur le marché de ces matières, puisque tout le monde est en train de se tourner là-dessus. Comment est-ce qu'on anticipe qu'il y aura bien des matières disponibles à l'horizon 15, 20, 30 ans pour alimenter les chaudières biomasse et autres systèmes? Et ça, c'est finalement assez peu pris en compte dans les schémas industriels. Et la réflexion de planification sur la matière, dans un contexte de réchauffement climatique, on est obligé de le prendre en permanence. Aujourd'hui, je fais le choix, par exemple, du lin. Est-ce que demain, en raison des restrictions et des contraintes sur les approvisionnements en eau, ça sera la bonne chose, etc. Pourquoi c'est important pour les entreprises et aussi pour les collectivités? Parce qu'on a un risque d'avoir des actifs échoués. C'est-à-dire qu'on investit des centaines de milliers, voire de millions d'euros dans des paris technologiques qui ne seront peut-être plus les bons à l'horizon 10, 15 ou 20 ans. Oui, mais est-ce que ce n'est pas le risque en général de l'industrie? C'est-à-dire, à un moment donné, je franchis un seuil techno et puis on le verra peut-être dans le thème d'après, mais ce n'est pas un peu le risque que doivent prendre quand même les entreprises? C'est un risque qu'on doit prendre, mais on est dans un système où on va parfois on pousse tellement à prendre des orientations et on les guide par les aides publiques qu'on ne met pas forcément les précautions. Ce n'est pas un appel à l'inaction, c'est juste de dire si vous faites le choix de la biomasse, assurez-vous d'avoir les ressources sur le temps long parce qu'on sait qu'on aura une tension sur le marché. Si vous faites le choix des combustibles solides de récupération, faites attention, etc. Pareil pour l'hydrogène. En fait, c'est de dire que la réponse à l'instant T, on est forcément obligé, ce qu'on appelle en réponse à court terme, on est forcément obligé de le resituer à moyen long terme et de pas de se dire que finalement, cette évidence, elle est si évidente que ça sur le long terme. Parce qu'on parle beaucoup de la décarbonation en termes d'investissement, qui coûte, alors qui est très différent en fonction de si vous êtes un électro-intensif ou pas, qui pour beaucoup d'industries, l'enjeu de la décarbonation est en scope 3, mais il y a d'autres enjeux d'investissement. Il y a l'enjeu de l'investissement sur la modernisation et la numérisation des sites industriels. La France a un taux de robotisation et d'automatisation de ses usines qui est très faible. Avec la désindustrialisation, on a sous-investi dans notre outil de production. Donc il va falloir aussi, alors bien entendu, décarboner contribuer à répondre à ces enjeux, mais l'effort d'investissement déjà doit être supérieur pour la France par rapport à d'autres pays. Et en plus, on doit continuer à innover, etc., dans un contexte où les marges de manœuvre ne sont pas si évidentes que ça. Oui, mais c'est toujours pareil, il faut faire des choix. Il faut faire le choix, bien sûr, il faut faire des choix. Et les choix, ce qui est valable pour l'industrie de la chimie n'est peut-être pas forcément valable pour l'industrie de la métallurgie, etc. Il faut choisir. Et il faut aussi, à mon avis,
à l'échelle à la fois des syndicats et des filières, être force de proposition pour éclairer les politiques publiques, parce que je pense qu'avec la désindustrialisation, on a aussi perdu un certain nombre de compétences chez les décideurs publics sur ce qu'est l'industrie et ses besoins, et donc il faut que chacun aille faire une proposition et pas n'arrive avec sa liste de besoins en termes de montants à payer par l'État, mais essaye de voir les actions qui peuvent être prises et puis les orientations les plus pertinentes à prendre au regard de ces contraintes. Alors, c'est plus une alerte, un point d'attention que je vous donne là qu'un appel à l'inaction. Bien entendu, il faut agir. Non mais, alors merci, mais je vais m'en servir tout de suite pour Pierre, c'est-à-dire que... Alors, même question, enfin, on est dans la même thématique. Alors, tu es par exemple fervent défenseur d'augmenter les administrateurs salariés dans les conseils. Est-ce que les organisations syndicales, à commencer par là, ont la capacité à essayer de faire bouger les lignes déjà à ce niveau-là, c'est-à-dire au niveau décisionnel, au niveau le plus haut où les choix stratégiques se prennent, et puis ensuite, toujours sur cette thématique de l'enjeu de l'accès à l'énergie, de la décarbonation, est-ce qu'au fond, de ton point de vue, les organisations syndicales s'emparent suffisamment de ces sujets là où on peut, dans le court terme, essayer de pointer ce qui peut être important, notamment à travers des CSE, CSEC, voire des comités européens? Je pense que personne ne s'en emploie suffisamment, ni les organisations syndicales, ni la société civile, ni même les pouvoirs politiques qui parfois font l'impasse sur des sujets qui ne sont pas simples. Quand on regarde bien aujourd'hui à quoi on est confronté, il y a, alors, ce que disait Vincent, les ENR, tout le monde applaudit, sauf chez soi, pas de panneaux solaires et pas d'éoliennes. Le coût de la transition, il va être colossal. Jean Pisani-Ferry et Selma sortent un rapport qui dit qu'il faut financer tout ça. Et quelque part, il faut lever l'impôt. Oui. Immédiatement, le ministre de l'économie ferme la porte. Mais il va falloir financer tout ça. Et la question de lever des impôts demain, alors avec l'équité qui va avec, je l'espère, elle sera forcément posée. Et il y a un troisième enjeu que personne ne voit, que les syndicats voient un peu mieux que les autres, et notamment, on en parlera tout à l'heure, dans des secteurs clés, c'est le coût social de tout ça, parce que la transformation des métiers, l'impact sur tous les métiers quasiment, mais la suppression de certains d'entre eux, vont faire aussi on en parlera tout à l'heure, il y aura des enjeux de transition. Alors oui, dans les entreprises, on a un rôle à jouer. Après, peut-être que c'est l'occasion pour les citoyens de trancher sur des sujets sur lesquels on ne les a jamais interpellés. Moi, je prends la question du nucléaire. Je suis persuadé qu'on est en train de dépasser cette frilosité vis-à-vis du nucléaire qui a été portée dans le pays très fortement par certains. Je ne porte pas de jugement de valeur. Tout le monde a le droit d'avoir peur des risques, de croire qu'il peut y avoir des Tchernobyl un petit peu partout. Bon, quand on fait le bilan de ce qui a tué, compris dans le domaine de l'industrie, depuis des centaines d'années ou des millénaires, on voit qu'il y a des choses qui sont plus impactantes que le nucléaire. Mais en tout cas, ça vaut la peine d'être posé. Moi, je pense qu'on va payer très cher le retard qu'on a pris ces dernières années en matière d'industrie nucléaire, parce qu'à l'évidence, les ENR ne peuvent pas colmater la brèche aujourd'hui. Et moi, je pense qu'il faut accélérer, mais accélérer, comme l'a dit Anaïs, de toute façon, les réacteurs, ils ne sont pas là tout de suite. C'est 10 ans. Et à partir de là, et la question vous est posée à vous, mais elle est posée aussi dans le pays, ce qui est très bien en ce moment, c'est que l'enjeu écologique, et l'enjeu climatique, il est partagé dans le monde entier. Et il y a des contraintes, notamment au niveau européen, qui ne sont pas partagées sur toute la planète. Là aussi, il faut faire peut-être un petit peu attention. Il y a des contraintes très fortes pour que, en 2030, puis en 2050, on atteigne des objectifs extrêmement contraignants. La question du rythme, elle va être posée. La question du rythme, elle va être forcément posée. Moi, je veux bien qu'on accélère de 5 ans la disparition des moteurs thermiques dans l'industrie automobile. Bon, j'ai entendu Carlos Tavares, j'ai entendu Jean-Dominique Sénard, j'ai entendu des syndicalistes aussi, y compris chez vous, qui à un moment donné exprimaient quelques craintes. Pas forcément sur le fait qu'il faut accélérer, ça tout le monde peut être d'accord, sur les moyens de la transition qui doivent accompagner ça, les moyens de la transition sur le plan financier, les moyens de la transition sur le plan social. Donc, pour revenir à ta question, la difficulté c'est qu'il faut poser le problème dans toutes les entreprises, mais il y a des décisions qui sont nationales, d'autres qui sont européennes, d'autres qui sont planétaires. Et l'articulation entre les enjeux économiques, il faut financer tout ça,
Pour ça, d'ailleurs, il faut de la croissance. Les enjeux environnementaux, il faut quand même que la planète soit plus verte demain, autrement on sait très bien quelles seront les conséquences. Et les troisièmes enjeux qui sont les enjeux sociaux, parce que si on protège la planète et qu'à l'arrivée, les gens vivent moins bien dessus parce qu'on a des problèmes d'emploi, on a des problèmes de pouvoir d'achat, on a des problèmes de pauvreté qu'on ne règle pas, l'articulation de ces trois enjeux, elle interpelle directement le monde syndical, c'est évident, avec la difficulté pour lui de traiter ça dans l'entreprise, dans les filières concernées, au niveau national, au niveau européen, au niveau mondial. Et là, c'est vrai que l'articulation entre les différentes organisations syndicales n'est pas toujours aussi simple que ça. Et déjà en France, il faut se mettre d'accord sur le rythme, les objectifs. Et c'est peut-être un peu plus difficile que se mettre d'accord sur la réforme des retraites, si je pouvais terminer là-dessus. Non, mais c'est un problème qui n'est pas facile. Je veux dire, on voit bien que les avis de citoyens sont très différents, sont très hétérogènes, et le choix des politiques n'est pas évident. Moi, je ne suis pas en train de dire il n'y a qu'à Faucon. Je dis simplement qu'il faut, c'est un problème de démocratie, il faut que les problèmes soient posés sur la table avec une évidence très, très forte. Moi, je disais tout à l'heure, je te disais en aparté sur un tout autre sujet, les syndicats n'ont pas pris la mesure de ce qu'apportait comme côté négatif les 35 heures, il y a quelques années. On est tous d'accord pour développer le temps libre, sauf quand le temps libre se traduit par des politiques salariales régressives, par des conditions de travail qui se dégradent parce que les entreprises compensent par une intensification du travail et par des délocalisations, on peut quand même se poser la question. Sur les enjeux énergétiques aujourd'hui, il faut au moins mettre tout sur la table. Moi, je ne plaisante pas quand j'ai appris récemment que sur les enjeux de stockage nucléaire, il n'y avait pas aussi de complexité et de difficulté que ça. Ça se discute. Je sais qu'il y en a qui disent le contraire. Bon, quand on va parler tout à l'heure de l'industrie aéronautique, j'ai entendu Jean-Marc Jancovici, je veux dire, il y a des choses que je partage totalement avec lui, il y a des choses qui me paraissent régressives parce que je suis persuadé que cette transition ne peut pas se développer, ne peut pas s'assumer s'il n'y a pas une croissance économique, en sachant par ailleurs que certains investissements pour rendre l'économie plus verte ne vont pas créer de richesse au sens où on l'entend traditionnellement. Ils vont simplement transformer la façon de répondre à des besoins. Ils ne vont pas permettre de répondre à des besoins supplémentaires. Donc le sujet est extrêmement complexe. Raison de plus pour en faire un grand enjeu démocratique dans les entreprises comme dans le pays. Mais c'est bien pour ça d'ailleurs que, en tout cas pour une organisation que je connais bien, le problème des retraites pouvait attendre. Je pense qu'il y avait plus urgent à mettre sur la table dans le champ politique. Et alors, ça aurait pu en faire partie, mais voilà. Je pense qu'il y avait une bonne idée au départ qui a été étouffée dans l'œuf quand on a fait référence à ce qui s'était passé, je ne compare pas les périodes, bien sûr, après la Deuxième Guerre mondiale, un Conseil national de la résistance qui regroupait toutes les forces sociales, politiques, syndicales à l'époque. Tous les syndicats qu'on a aujourd'hui n'étaient pas là. C'était la bonne idée. Moi, je pense qu'il y a aujourd'hui un pacte économique, industriel, social, environnemental qu'il faut reconstruire au niveau européen comme au niveau national pour mettre tout ça sur la table et faire des choix qui seront des choix douloureux. Je pense que quand on a 3 000 milliards de dettes, on ne peut pas dire que la question de la dette ne se pose pas. Et quand on a autant d'investissements publics ou privés à financer, on ne peut pas dire que la question fiscale ne va pas se poser. Alors on peut effectivement, d'un claquement de doigts, évacuer tout ça, mais je crois qu'on ne financera pas ces enjeux considérables pour protéger la planète, pour développer l'industrie, pour redévelopper l'industrie plutôt chez nous, sans poser ces questions-là, fiscales, économiques, et qui sont des questions délicates pour les uns et les autres, mais raison de plus pour les aborder. C'est ça aussi le courage à un moment donné. Et là où je suis d'accord, c'est que vous êtes sans doute, quand je dis vous, les organisations syndicales, sur le terrain, les mieux placés pour justement mettre l'accent sur cette articulation entre enjeux économiques, enjeux sociaux, enjeux environnementaux. Et là, il y a une question de rythme, qu'on le veuille ou non. Si on ne règle pas cette question de rythme, si on croit que les gens iront acheter des véhicules électriques qui sont beaucoup plus coûteux aujourd'hui que des véhicules thermiques, on remettra les gilets jaunes dans la rue et puis on aura beau lever la taxe. La taxe carbone, bien sûr qu'il faudra la lever à un moment ou à un autre, mais en disant immédiatement à quoi elle va servir. Et à quoi elle va servir, c'est à l'évidence aider ceux qui ne pourront pas supporter des chocs de pouvoir d'achat, des chocs économiques. Mais ça, si on ne le dit pas en même temps, la taxe carbone, comme l'écotaxe, elle met les bonnets rouges et les gilets jaunes dans la rue, et puis après on fait avec, et on dit que le pays n'est pas facile à transformer ou à réformer. Donc il faut poser toutes ces questions-là, et puis les traiter avec lucidité et courage. Alors Fabrice, comment on se met dans le rythme ?
moi, je pense qu'il faut déjà, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites, que je vais peut-être mettre en exergue un peu différemment, mais sur le fond, je partage tout ce qui a été dit. Le premier élément, la première affirmation, on est tous formation de techniciens, d'ingénieurs dans la salle, il n'y a pas d'industrie sans énergie. Et donc, il n'y a pas d'industrie souveraine et durable sans énergie souveraine et durable. Je pense que c'est une affirmation qu'il nous faut bien avoir en tête, et que nous considérons, et on l'a déjà écrit, on le réécrira, que l'énergie nucléaire fait partie de la solution. On l'a déjà écrit en 2021, quand on avait fait le document Conviction et Action sur l'industrie verte. On avait affirmé que l'industrie nucléaire et que les enjeux et les objectifs du pays passeront par le développement d'une filière, de rebâtir une filière nucléaire et de mettre en place de nouvelles centrales nucléaire. C'est pour ça que certains d'entre nous qui ont accès au niveau européen se sont battus pour que l'énergie nucléaire fasse partie de la taxonomie verte, donc ait accès à des financements européens pour financer l'énergie nucléaire. D'ailleurs, là, on doit reconnaître qu'il y a un combat européen un peu difficile, parce que vous avez eu un pays comme l'Allemagne qui, pour des raisons de choix stratégiques, il y a quelques années après Fukushima, a décidé d'arrêter des centrales nucléaires et qui aujourd'hui met un peu des bâtons dans les roues pour la France au niveau de son énergie nucléaire. Non pas, à mon avis, pour des considérations écologiques, parce que faire des centrales à charbon, on ne peut pas m'expliquer que ce soit très écologique, mais à mon avis, pour des sujets de concurrence intra-européenne et de s'assurer que la France ne regagne pas un avantage compétitif qu'elle avait peut-être eu dans le passé. Deuxième élément, le nucléaire, il a été dit, ne résoudra pas tout. Il faut probablement là aussi développer d'autres filières, des filières ENR, mais sous réserve qu'on n'importe pas des panneaux solaires de Chine. Parce que je pense que là, en termes de souveraineté, on aura comme un problème. Et donc, c'est une des affirmations que j'avais posé tout à l'heure, c'est qu'il faut qu'il y ait adéquation entre les politiques industrielles et les stratégies et les choix politiques qui sont faits, et que tout ça doit être en cohérence. Sinon, ça va être un peu compliqué. Et puis, nous, citoyens, parce qu'on est des salariés, mais on est aussi des citoyens, il faut qu'on soit là aussi cohérents. Que si on veut une industrie décarbonée, si on veut des voitures électriques, si on veut mieux respirer, eh bien, il faut qu'on accepte des champs de panneaux solaires à côté de chez nous. Il faut qu'on accepte des éoliennes sur nos montagnes ou dans nos mers. Il faut qu'on accepte des centrales nucléaires pas très loin de chez nous. Et là, c'est déjà un choix plus compliqué, mais il va bien falloir qu'on s'interroge sur cette adéquation entre nos aspirations de salariés qui voudrions avoir des usines pour lesquelles on travaille, mais surtout pas à côté de chez nous. Donc on a ces interrogations à poser, et je pense que nous, organisations syndicales, on doit poser ces interrogations-là. Ensuite, il y a un deuxième pan sur l'énergie. Il y a aussi le sujet des économies d'énergie. Des économies d'énergie, ça veut dire, et c'est un des sujets qu'on avait traité aussi dans le document que nous avions rédigé, c'est le sujet de la récupération, du recyclage, le sujet de l'éco-conception, le sujet de la mise en place de processus de fabrication ou d'organisation du travail moins énergivores. Peut-être que ces sujets-là, et c'est des sujets qui peuvent être traités dans l'entreprise, autant le développement de centrales nucléaires, le développement de champs d'éolien, c'est des sujets qui sont plutôt macro et qui se traitent, sur lesquels on doit faire des actions de lobbying auprès des décideurs politiques. Mais quand il s'agit de réfléchir ou de discuter au sein des entreprises sur les conséquences que peuvent avoir dans les entreprises des choix de processus de fabrication, c'est des sujets que nous devons discuter dans les entreprises. Et les salariés sont aussi des citoyens, et en particulier les plus jeunes qui sont peut-être encore plus sensibles, parce qu'ils vont le subir plus longtemps que les plus anciens, les conséquences du réchauffement climatique, vont nous interpeller et vont nous demander de se saisir de ces sujets. C'est un axe qu'on doit traiter dans les CSE. On doit en débattre, on doit challenger les stratégies d'entreprise pour nous assurer qu'elles vont dans le bon sens, que les projets industriels prennent en compte les dimensions environnementales et qu'on arrête de faire du greenwashing. On le sait fort bien que très souvent, et malheureusement trop souvent, les entreprises communiquent, mais elles communiquent plus qu'elles ne font. Et donc, il faudra s'interroger, organisation du travail, télétravail, plan de mobilité. C'est des sujets sur lesquels nous, militants dans les entreprises, on doit être capable d'interpeller nos directions en étant conscient que ce sont des sujets d'une très grande complexité.
c'est un sujet d'une très grande complexité et que nous militants dans les CSE, en particulier depuis les ordonnances, ils ont comme un problème. Il faut qu'ils soient experts en santé et sécurité, en formation professionnelle, en stratégie d'entreprise, et maintenant sur les sujets environnementaux, et en plus, et surtout, ils doivent être experts dans leur job. Ça fait probablement, ça fait beaucoup, et je finirai sur le sujet qui nous a un peu agacé récemment sur l'ANI, sur transition écologique et dialogue social, parce que le sujet, il est d'importance. S'il n'y a pas de dialogue social dans les entreprises sur ces sujets-là, je pense que ça se passera mal. Ça se passera mal, les efforts sont tellement importants que ça se passera mal, mais encore faut-il que pour nous nourrir ce dialogue social, on nous donne les moyens de comprendre, le moyen d'avoir du temps et de comprendre ces sujets-là. Alors l'objectif qu'on a affiché hier, c'est d'aider les militants dans les entreprises à mieux saisir et à mieux comprendre ces enjeux. Mais maintenant, dans les entreprises, ils doivent avoir du temps, et c'est le gros regret, c'est la raison pour laquelle ça n'a pas été signé par la CFE-CGC. On ne peut pas discuter de ces sujets-là si les entreprises ne nous offrent pas des moyens pour y réfléchir intelligemment. Ah, je sens qu'il y a... Oui. Et il y a des messages qui sont plus vraiment subliminaux, là. C'est très bien.